Chapitre 24. Ensuite, dans la grande bibliothèque de Jamp se trouve une tapisserie qui, dit-on, représente une carte de la route à suivre à travers les montagnes pour accéder au désert des pluies. Comme pour bon nombre de cartes et de livres de Jamp, ces informations avaient été jugées si vitales qu'elles furent codées sous forme d'énigmes et de rebuts. Parmi d'autres images apparaît sur la tapisserie celle d'un homme aux cheveux noirs et au teint sombre, massif et musclé, qui porte un bouclier rouge, et, dans le coin opposé, celle d'une créature à la peau dorée. Là, le tissage a été victime des mythes et s'est effiloché. Mais on peut encore se rendre compte que, à l'échelle de l'œuvre, l'être est beaucoup plus grand qu'un homme et que par ailleurs il est peut-être pourvu d'ailes. Selon la légende de Castelcer, le roi Sagesse chercha et découvrit les anciens en suivant un chemin secret à travers les montagnes. Ces deux images représentent-elles un ancien et le roi Sagesse? La tapisserie indique-t-elle la route qui permet d'accéder au-delà des monts, au pays des anciens, au désert des pluies? Beaucoup plus tard, j'appris qu'on m'avait trouvé, sans connaissance, couché contre le corps de Burich sur le carrelage des bains. Je tremblais comme si j'avais la fièvre et on ne put me réveiller. C'est Jonky qui nous avait découverts, bien que je n'ai jamais su comment elle avait pensé à chercher dans les bains. Je la soupçonne d'avoir été à Ayod ce qu'à Imbre était à Subtil. Peut-être pas un assassin, mais quelqu'un qui avait les moyens de savoir ou d'apprendre presque tout ce qui se passait dans le palais. Quoi qu'il en fût, elle prit la situation en main. Burich et moi fûmes isolés dans un appartement séparé du palais, et je crois bien que, pendant quelques jours, personne de Castelcer ne sut où nous étions, ni si nous étions encore vivants. Elle nous soigna elle-même avec l'aide d'un vieux serviteur. Je repris conscience 2 jours après le mariage, et je passai les 4 suivants, les pires de toute ma vie, au lit, les membres convulsés de spasmes incontrôlables. Je somnolais souvent, abruti d'une fatigue désagréable, et je faisais des rêves où je voyais vérité comme s'il était devant moi, ou bien je le sentais martyrisé. Ces rêves d'art me restaient hermétiques. Je percevais seulement son inquiétude pour moi, plus quelques vagues bribes, telles la couleur des rideaux de la pièce où il se tenait, ou tel le contact d'une bague qu'il tournait distraitement à son doigt, tout en essayant de m'atteindre. Parfois un spasme plus violent que les autres me jetait hors du sommeil, et les convulsions me tourmentaient jusqu'à ce que je m'assoupisse à nouveau, épuisé. Les périodes de conscience n'étaient pas plus plaisantes, car Burich était étendu sur une paillasse non loin de moi, et ne se manifestait guère que par sa respiration rauque et laborieuse. Son visage était enflé et décoloré au point d'en être méconnaissable. Dès le début, Jonky m'avait laissé peu d'espoir. Ou bien il ne survivrait pas, ou bien, dans le cas contraire, il était peu probable qu'il fût le même. Mais Burich avait déjà trompé la mort auparavant. Ses enflures diminuèrent progressivement, ses ecchymoses violacées disparurent, et une fois qu'il eut repris connaissance, il se remit rapidement. Il n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé après qu'il m'avait emmené des écuries, et je ne lui en révélais que le strict nécessaire. C'était déjà plus qu'il n'aurait dû en savoir pour sa propre sécurité, mais je le lui devais bien. Il fut capable de se lever longtemps avant moi, bien qu'au début il fût pris d'accès de vertige et de migraine. Mais bientôt il put aller visiter les écuries de Jamp et explorer la ville à loisir. Il revenait le soir et nous bavardions longuement, paisiblement. Nous évitions les sujets sur lesquels nous nous savions désaccord, et il y avait des parties de ma vie, telles celles qui concernaient Imbre, que j'étais obligé de lui cacher. La plupart du temps, nous discutions des chiens qu'il avait connus, de ses jours d'autrefois avec chevalerie. Un soir, je lui parlais de Molly. Il resta silencieux un moment, puis me dit qu'à ce qu'il savait, le propriétaire de la chandelière Baume d'Abeille était mort, criblé de dettes et que sa fille, qui avait espéré hériter, s'en était allée vivre chez des parents dans un autre village. Il ne se rappelait pas lequel, mais connaissait quelqu'un qui le saurait. Il ne se moqua pas de moi et me conseilla gravement d'être sûr de mes sentiments avant de la revoir. Auguste ne l'artisa plus jamais. On l'emporta inconscient de l'estrade, mais dès qu'il sortit de son évanouissement, il exigea de voir Royal sans délai. Je pense qu'il lui délivra le message de vérité, car si Royal ne vint pas à notre chevet, à Burich ni à moi, Kétriken le fit, elle. Et elle nous apprit que Royal s'inquiétait fort de notre santé et souhaitait que nous nous remettions complètement de nos accidents, car il m'avait pardonné, comme il l'avait promis à la princesse. Elle m'expliqua que Burich avait glissé
et s'était cogné la tête en essayant de me tirer du bassin, où j'étais tombé, pris de convulsions. J'ignore qui avait concocté cette fable. Jonqui, peut-être. Mais je crois qu'Imbre lui-même n'aurait pas inventé de meilleur. Par ailleurs, le message de vérité marqua pour Auguste la fin de son rôle de chef de clan et de toute pratique de l'art, autant que je le sache. Je ne sais pas si c'était par peur ou bien si son talent avait été pulvérisé par la puissance du prince. En tout cas, il quitta la cour et s'enfuit à Flétribois, où régnait autrefois chevalerie et patience. Je crois que c'est devenu un homme sage. Après le mariage, Kétriken et Toujamp portèrent pendant un mois le deuil du risque. De mon lit de convalescence, c'était perceptible surtout par des sons de carillon, des psalmodies, et le parfum des encens qu'on brûlait par toute la ville. Tous les biens de Rurisque furent distribués. Ayod vint me voir en personne pour me remettre un anneau d'argent, tout simple, que portait son fils, et la pointe de la flèche qui lui avait transpercé la poitrine. Il ne parla guère, sinon pour m'expliquer ce qu'étaient ces objets, et m'enjoindre de chérir ses souvenirs d'un homme exceptionnel. Lorsqu'il s'en fut, je me demandais encore pourquoi c'était à moi qu'on avait décidé de les donner. Le mois passé, Ketriken mit fin à son deuil, et elle vint nous souhaiter, à Burich et à moi, une prompte guérison et nous faire ses adieux jusqu'à ce que nous nous revoyions à Castelcerre. Son bref contact d'art avec Vérité avait dissipé toutes ses réserves à son sujet. Elle parlait désormais de son époux avec fierté et se rendait de mon cœur à Castelcerre, sachant qu'on la donnait à un homme honorable. Ce n'était pas à moi de chevaucher à ses côtés, à la tête de la procession qui l'amenait à son nouveau foyer, ni d'entrer dans Castelcerre précédé de trompes sonnantes, de jongleurs et d'enfants agitant des clochettes. C'était le rôle de royal, qui s'y prêta gracieusement. Il semblait prendre très au sérieux l'avertissement de vérité. Je ne crois pas que son frère lui pardonna entièrement, mais il classa les complots de royal comme s'il s'agissait des mauvais tours d'un enfant mal élevé, ce qui, je pense, effraya bien plus son cadet qu'une réprimande publique. L'empoisonnement fut mis sur le compte de Chahut et de Séveraine, par ceux qui étaient au courant de l'affaire. Après tout, c'était Séveraine qui s'était procuré le produit et Chahut qui avait livré le vin de pomme à risque. Ketriken feignit d'être convaincu que les deux hommes avaient agi, portés par une ambition déplacée, au nom d'un maître qui ne savait rien. Et, officiellement, la mort de Rurisque n'eut jamais rien à voir avec un empoisonnement. Quant à moi, mon métier d'assassin demeura secret, quelles que fussent les prétentions de Royal. Il se conduisit extérieurement comme un jeune prince qui escortait gracieusement l'épouse de son frère vers son nouveau foyer. Ma convalescence fut longue. Jonqui me soignait avec des herbes qui, disait-elle, répareraient ce qui avait été endommagé. J'aurais dû essayer d'apprendre le nom de ces plantes et les techniques qu'elle employait, mais comme mes doigts, mon esprit laissait tout lui échapper. D'ailleurs, je n'ai guère de souvenirs de cette période. Je me remettais de mon empoisonnement avec une lenteur exaspérante. Jonqui s'efforça de me distraire en m'obtenant du temps de visite à la grande bibliothèque. Mais mes yeux se fatiguaient rapidement, et j'avais souvent des crises de tremblement oculaire. Je passais donc la plupart de mes journées dans mon lit à réfléchir. Je me demandais un temps si j'allais revenir à Castelcerre. Pouvais-je encore être l'assassin de Subtil? Et puis, si je retournais à la forteresse, je serais obligé d'occuper une place inférieure à celle de Royal à table, et lorsque je regarderais mon roi, je le verrais à sa droite. Je devrais le traiter comme s'il n'avait jamais essayé de me tuer, ni de m'utiliser pour empoisonner un homme que j'admirais. Je m'en ouvris un soir à Burich. Il m'écouta calmement, puis il dit: À mon avis, ce ne sera pas plus facile pour Ketriken que pour toi. J'aurais du mal, moi aussi d'ailleurs, à regarder un homme qui a voulu m'assassiner, et à lui donner du mon prince. C'est à toi de décider. Je n'aimerais pas qu'il ait l'impression que nous nous cachions de lui par crainte, mais si tu préfères aller ailleurs, nous irons ailleurs. C'est à cet instant, je crois, que je compris ce que signifiait la boucle d'oreille que je portais. L'hiver n'était plus une menace, mais une réalité, quand nous quittâmes les montagnes. Burich, Pogne et moi arrivâmes bien après tout le monde à Castelcerre, car nous prîmes notre temps pour voyager. Je me fatiguais facilement, et mon énergie passait par des hauts et des bas imprévisibles. Je m'écroulais aux moments les plus inattendus, et je tombais de ma selle comme un sac de grains. Alors les autres s'arrêtaient pour me remettre à cheval, et je me forçais à tenir bon. Bien des nuits, je me réveillais tremblant comme une feuille, incapable fût-ce d'émettre un cri, et ces cris étaient lents à s'apaiser. Et pire, je crois, étaient les nuits où je n'arrivais pas à me réveiller, perdu dans un cauchemar, où je me noyais interminablement. De l'un d'eux,
J'émergeais face à vérité. Tu fais un vacarme à réveiller les morts, me dit-il d'un ton enjoué. Il faut qu'on te déniche un maître qui t'apprenne au moins à te contrôler. Ketriken commence à trouver bizarre que je rêve si souvent de noyade. Je dois remercier le ciel, j'ai l'impression que tu es dormi à point fermé pendant ma nuit de noces. Vérité fis-je, abourdi de sommeil. Rendors-toi, répondit-il. Galen est mort, et j'ai serré la bride à Royal, sur rien à craindre. Rendors-toi et cesse de rêver si fort. Vérité, attendez. Mes méthodoments pour l'atteindre rompirent le contact ténu de l'art, et il ne me resta plus qu'à suivre son conseil. Notre voyage se poursuivit, et le temps se détraqua de plus en plus. Nous mourions tous d'envie d'être arrivés, bien longtemps avant d'être parvenus à destination. Ulrich avait jusque-là apparemment négligé les compétences de Pogne. Le jeune homme faisait montre d'un savoir-faire discret qui inspirait confiance aux chevaux et aux chiens. Et il finit par remplacer Cobb et moi-même aux écuries de Castelcerre. Mais l'amitié qui fleurit entre Burrich et lui me rendit sensible à ma propre solitude, plus que je n'ose l'avouer. À la cour de Castelcerre, la mort de Galen était passée pour une la mort de Galen était passée pour une tragédie. Ceux qui le connaissaient le moins étaient ceux qui parlaient de lui avec le plus de bienveillance. Manifestement, il avait dû se surmonter pour que son cœur le lasse si jeune. On envisageait même de baptiser un navire de guerre de son nom, comme s'il s'agissait d'un héros mort pour le royaume. Mais Vérité ne donna jamais droit à cette idée, et elle ne se réalisa pas. Sa dépouille fut renvoyée à la bourre pour y être inhumée avec tous les honneurs. Si Subtil soupçonna jamais ce qui s'était joué entre Vérité et Galen, il le dissimula bien. Et ni lui, ni Imbre ne m'en parlèrent jamais. La disparition de notre maître d'art, sans même un apprenti pour le remplacer, était une affaire grave, surtout avec les pirates rouges sur notre ligne d'horizon. Cela, on en discutait ouvertement, mais Vérité refusa toujours catégoriquement d'envisager comme successeur Sereine ni aucun autre élève formé par Galen. Je n'ai jamais su si Subtil m'avait ou non livré en pâture à Royal. Je ne lui posai jamais la question. Je ne fis même jamais part de mes soupçons à Imbre. Je suppose que je n'avais pas envie de le savoir. J'évitais autant que possible que ma loyauté en soit affectée, mais au fond de mon cœur, quand je disais mon roi, je pensais à vérité. Le bois que nous avait promis Rurisque parvint à Castelcerre. Les troncs avaient été convoyés par voie de terre jusqu'à l'Avin, sur laquelle ils avaient navigué jusqu'à Turlac, et de là jusqu'à Castelcerre par la Serre. Ils arrivèrent en milieu d'hiver. Ils étaient tels que Rurisque les avait décrits, et le premier bateau de guerre achevé fut baptisé de son nom. Je crois qu'il aurait compris le geste, mais qu'il ne l'aurait pas tout à fait approuvé. Le plan de Subtil avait fonctionné. Depuis des années, Castelcerre n'avait plus de reine, et l'arrivée de Ketriken suscita l'intérêt du peuple pour la cour. Le décès tragique de son frère la veille du mariage et sa vaillante façon de l'affronter avaient capté l'imagination des gens. Son admiration évidente pour son nouvel époux faisait de Vérité un héros romantique, même aux yeux de ses propres sujets. Ils formaient un couple remarquable, par le contraste de la jeune et pâle beauté de Ketriken et de la force sereine de Vérité. Subtil les exhiba lors de bals qui attiraient tous les noblieux de tous les duchés, et, en ces occasions, Ketriken parla avec éloquence de la nécessité de s'unir pour vaincre les pirates rouges. Alors, Subtil débloqua des fonds, et, malgré les tempêtes d'hiver, la fortification des six duchés commença. De nouvelles tours furent bâties, et les volontaires affluèrent pour les garnir. Les charpentiers de marine se battaient pour avoir l'honneur de travailler sur les navires de guerre, et Bourg de Castelcerre était envahi de volontaires prêts à s'embarquer. Pendant une brève période, cet hiver-là, les gens crurent aux légendes qu'ils inventaient, et l'on eut l'impression de pouvoir triompher des pirates par la seule force de la volonté. Je me défiais de cette humeur, et en regardant Subtil l'encourager, je me demandais comment il pourrait encore l'entretenir lorsque les forgisations reprendraient. Je dois encore parler d'un autre protagoniste de ce récit, qui se trouva mêlé au conflit, aux os et aux intrigues par pure loyauté envers moi. Jusqu'à mon dernier jour, je porterai les cicatrices des blessures qu'il m'a infligées. Il avait planté profondément et à plusieurs reprises ses crocs usés dans ma main avant de parvenir à me sortir du bassin. Comment il y a réussi, je ne le saurai jamais. Mais sa tête reposait sur ma poitrine quand on nous découvrit. Les liens qui le rattachaient à ce monde s'étaient rompus. Fouineau était mort. Je crois qu'il avait donné sa vie librement, en se rappelant notre affection mutuelle lorsque nous étions chiots.
Les hommes ne pleurent pas leur mort avec l'intensité des chiens, mais nous pleurons de longues années.